Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Je suis Daphné Valsin et comme je le répète au début de chaque épisode, cette saison est entièrement dédiée au leadership et au fil des épisodes, je vais continuer à recevoir des professionnels haïtiens au parcours vraiment très varié qui vont partager avec nous leur parcours, leur expérience en vue de faire ressortir un petit peu des perspectives concrètes sur le leadership, sur le bien-être et bien sûr sur la réussite dans un monde qui est constamment en évolution. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui concerne à la fois les professionnels aguerris ou encore les jeunes professionnels, ceux qui commencent tout juste. C'est la nécessité d'arriver à trouver un certain équilibre. Et pour cette conversation, nous avons avec nous M. Ralph Edmond qui va, au fil de cette conversation, nous allons justement parler de comment arriver à jongler entre les choses, savoir ce qui est essentiel, savoir ce qu'il faut faire primer. Monsieur Edmond, merci d'avoir accepté notre invitation et c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est à moi de vous remercier, de penser à moi pour ce genre d'entrevue sur le leadership. Et c'est un domaine où j'évolue déjà depuis quelque temps et surtout en Haïti. Et je pense que c'est quelque chose qui, pour notre pays, notre communauté, a toute son importance, qui est des leaders qui s'affirment et qui se posent un exemple pour ceux qui viennent après. Donc, pour commencer, justement, parce que chaque leader a commencé quelque part, donc je voudrais avoir une petite présentation, mais aussi que vous nous parliez de comment vous avez grandi, de quel environnement que vous avez grandi. Encore, j'ai grandi dans une famille professionnelle. Ma mère était infirmière anesthésiste. Mon père travaillait au bureau du café dans le département comptable. Et il y avait mon grand-père, Bertoni Vieux, qui lui était agronome, mais aussi entrepreneur qui représentait la vache qui rit, qui avait Sodomital, qui avait des imprimeries, et qui était un peu dans plusieurs choses. Et je pense que j'ai grandi dans un environnement de professionnels, d'entrepreneurs. Donc, vous pensez que ça vous a fait aller directement vers, par exemple, dans votre domaine-là, c'est que votre père était déjà dans le domaine, donc ça vous a dirigé vers ça? Non, pas vraiment mon père, c'était ma mère qui était infirmière anesthésiste, mais j'avais aussi la soeur de mon grand-père, ma tante, qui avait une pharmacie. À l'époque, c'était à la rue Pavé, la pharmacie du Progrès. Donc j'ai grandi des professionnels, entrepreneurs et dans le monde de la santé. C'est ce qui m'a un peu dirigé vers où je suis là maintenant aujourd'hui. Donc oui, vous êtes pharmaciste. Pharmacien. Regarde. Oui. C'est plutôt un élan naturel. J'avais ma grand-mère qui était pharmacienne, papa-grand-mère, ma tante qui était pharmacienne, ma grande sœur qui était pharmacienne. Ma mère avait à l'époque 2 ou 3 pharmacies, je ne me rappelle plus. Donc ça a été comme un cheminement naturel d'aller vers la pharmacie. Donc vous n'avez pas eu envie d'essayer autre chose, vous êtes dirigé directement vers ça? En réalité, ma vraie passion, c'est pas la pharmacie, c'est plutôt les affaires. Là, vous alliez les deux, hein? Ouais, j'ai toujours voulu être dans le marketing, être en train de vendre quelque chose, de créer quelque chose. Et j'ai justement, après la pharmacie, je suis allé à New York, j'ai pris une licence, un BBA à Baruch College. Et tout récemment, en 2018, j'ai pris une maîtrise, un MBA de l'Université de Miami. Donc moi, j'étais toujours intéressé par l'aspect entrepreneurial, l'aspect de pouvoir créer et aussi de faire quelque chose de grand et de laisser quelque chose après. Non, mais est-ce que, pour revenir aux valeurs, est-ce que vous pensez qu'il y a certaines valeurs spécifiques qui vous ont guidé? Oh oui. Je pense qu'en regardant ma mère et surtout mon grand-père, il y a deux qui passent en tête. Il y a le travail comme valeur, parce que j'ai appris à travailler très tôt avec ma mère et mon grand-père, mais aussi la responsabilité. Et laquelle des responsabilités? Être responsable de sa famille d'abord et de ses proches. Donc ne pas faire de grands plans et de sauter les étapes, parce que la première étape, c'était d'être responsable de sa cellule. Vous avez en quelque sorte mentionné pas de votre mère, mais est-ce qu'il y a d'autres modèles qui vous ont inspiré? Oui, quand je suis arrivé au niveau professionnel à la faculté, par exemple, il y avait des pharmaciens qui m'ont inspiré. Il y avait Martial D qui avait justement un laboratoire qu'on appelait laboratoire D. J'étais surtout inspiré par les pharmaciens qui créaient avec Meilleur, la pharmacie Meilleur à l'époque aussi. Et
c'était surtout cet aspect de la pharmacie qui m'intéressait. Être capable de créer, de faire des produits, d'avoir des formules, de les essayer, et des formules qui marchent, qui soient efficaces, et aussi de les vendre et de faire le marketing qui vient avec. Et comment est-ce que la transition vers Formatrix s'est faite? Quand je suis retourné ici, j'avais un très bon ami à moi, Alain Vincent. Nous étions à Saint-Louis-de-Gonzague ensemble. On a été à la pharmacie, à l'université de pharmacie ensemble. Nous sommes allés à New York. Lui, il a continué avec la pharmacie. Moi, je suis allé dans le business. Quand nous sommes retournés, son père avait quoi? 9 pharmacies. Ma mère en avait 4, plus une agence d'importation. On voulait faire quelque chose dans le domaine. On voulait faire quelque chose en plus. Il n'y avait rien d'autre à faire en plus qu'aller au niveau de la production, parce qu'au niveau de la famille, tout était déjà fait. C'était déjà de mettre un certain équilibre entre le pharmacien et le businessman. Oui. Et maintenant, on s'approche justement vers le cœur de notre conversation, qui est justement comment arriver à trouver l'équilibre. Et quand vous regardez votre parcours aujourd'hui, comment définissez-vous cet équilibre? L'équilibre. Quand on parle d'équilibre, beaucoup de fois on pense que l'équilibre entre le travail et la famille, l'équilibre entre quelque chose. Pour moi, l'équilibre, c'est l'harmonie. C'est être en paix. Et l'harmonie, c'est accepter où l'on est aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est comme une quête, parce qu'on continue à vivre, donc il y a toujours des choses qui vont changer et que c'est comme un travail continu. Certainement continu, même ambitieux. On peut être très ambitieux et se fatiguer très vite. L'harmonie nous permet d'être ambitieux à long terme. Et dans votre travail, concrètement, qu'est-ce que être arrivé à trouver cet équilibre a fait? Qu'est-ce que ça a changé? Regarde, et c'est un domaine qui n'est pas facile. La production pharmaceutique, c'est extrêmement réglementé. C'est encore plus difficile de le faire en Haïti. L'harmonie, savoir que je suis en Haïti et que je suis à la place où je dois être, me permet d'être très résilient et de m'investir dans la durée. Donc, et aussi d'être capable de diriger, mais surtout quand on dirige des personnes, de laisser de la place à l'autre, de s'exprimer. Mais justement, comme professionnel en Haïti, et comment est-ce que le métier de pharmacien se passe en Haïti? Alors pour vous qui êtes dans le domaine depuis assez longtemps. Pour moi, il est simple, et je m'exprime comme pharmacien industriel, mais il y a plusieurs autres niveaux. Il y a ceux qui ont des pharmacies qui vendent au détail, il y a ceux qui sont au niveau de l'hôpital, mais moi, j'ai décidé de m'exprimer au niveau de l'industrie. Donc, mais alors, quels sont les principaux, les principaux défis que vous rencontrez au quotidien? 1, c'est de diriger une compagnie de production en Haïti. 2, c'est de pouvoir trouver des ressources qualifiées en Haïti et qui soient capables de s'exprimer dans notre domaine, parce que nous avons des départements assez spécifiques comme l'assurance de qualité, le contrôle de qualité, où malheureusement en Haïti, il n'y a pas une quantité de ressources qualifiées. Donc des fois, nous les embauchons, nous les formons nous-mêmes. Donc c'est de pouvoir les former, les motiver et les garder en Haïti. Et qu'en est-il des ressources et de trouver les matières premières, etc.? Les matières premières, nous les importons. Nous les importons de fournisseurs que nous qualifions. Et là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des défis qui sont directs, parce que vous êtes un businessman en général, mais est-ce que il y a des défis qui sont particuliers à la pharmacie? Oui, regarde, et là, tout l'aspect, l'industrie pharmaceutique est la deuxième industrie la plus contraignante après l'aviation. Donc, il y a énormément de contraintes, énormément de normes à suivre, de procédures au niveau de la production. Et ça, c'est notre plus grand défi. Arriver et à avoir un produit de qualité et tout le temps. Et que cette qualité soit toujours présente dans chacun des produits qui sortent de l'usine. Mais là, vous êtes vraiment, on va dire, pour la pharmacie, pour Formatrix, c'est déjà près de 40 ans. Oui, Formatrix, nous avons célébré 37 ans lundi dernier. Donc j'ai fondé la compagnie quand j'étais plus jeune. Mais vous étiez déjà un petit peu dans le domaine? Oui, j'étais dans le domaine et quand on a commencé tout petit, 2 produits à usage externe et on travaillait manuellement. Mais ce que je me rappelle que quand on a
fondé la compagnie. La compagnie était petite, mais notre ambition n'a jamais été petite. Donc j'aime dire, des fois quand je parle aux jeunes entrepreneurs, il y a un petit business, il ne faut pas gâter l'esprit. Et au-delà des compétences techniques, justement, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a comme que votre façon de réfléchir, que le parcours que vous avez fait, comme si quel genre d'influence que ça a eu au final? Je pense on parle toujours du conscient intellectuel, mais il y a un conscient qui est important, c'est le conscient émotionnel. La façon dont la partie relation humaine et comment on arrive à interagir avec les autres et à impacter son environnement humain. Et je pense que pour réussir en Haïti et pour réussir dans mon domaine, il faut avoir cette capacité d'être à l'écoute de l'autre et de l'impacter, de le motiver d'aller de l'avant. Et là, au-delà aussi de la performance des gens, parce que je dois revenir justement à l'équilibre qui est notre thème pour aujourd'hui. Donc, quand on réalise que il y a la performance de la personne, il y a les contraintes qui sont inhérentes au métier. Donc, quels sont les premiers signes qu'on pourrait dire qui vont nous faire voir que quelqu'un est en train de se perdre un petit peu, de perdre l'équilibre? Bon, c'est pas quelqu'un, des fois ça nous arrive à nous de perdre l'équilibre. Et quand on perd l'équilibre, je pense qu'on oublie un peu ses priorités et ça peut se voir dans le comportement. Et la personne s'agace facilement et écoute très peu. Et des fois, il y a des signes d'énervement qui amènent une certaine toxicité dans l'environnement direct. Mais justement, arriver à définir ses priorités, c'est déjà un grand travail. Oui. Et être capable de définir ses priorités et de savoir les respecter à tout moment. Parce qu'on va dire qu'il y a certaines priorités qui sont vraiment concurrentes, comme que on se dit que ça c'est important, la famille c'est important, le travail c'est important, arriver à se focaliser sur sa santé c'est important. Donc maintenant c'est comment arriver à choisir qu'est-ce que je vais prioriser en ce moment même. Mais c'est là où l'harmonie intervient, parce que l'harmonie arrive à faire comme un flot de tout ça. Ce ne sont pas des priorités et qui sont en conflit. Donc, au contraire, ces priorités, je dirais, influencent notre harmonie même. Donc, nous sommes harmonieux, nous arrivons à atteindre un certain stade d'harmonie à cause de ces priorités. Donc, je ne les vois pas comme des priorités en conflit. Et la famille est extrêmement importante. Et c'est de là qu'on prend la force pour travailler et la motivation de travail. Parce qu'on veut, il y a comme j'avais dit tantôt, cette responsabilité envers de la cellule première. Et bien, cette responsabilité, cette motivation pour le travail, tu l'épuises au sein de la famille. Ouais, un jeune entrepreneur qui se lance en Haïti pendant qu'il y a vraiment tous les challenges que nous connaissons tous pour déjà le citoyen lambda. Donc c'est encore pire pour cette personne-là qui prend le risque d'investir. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il faut beaucoup de temps, beaucoup de travail dans l'entreprise pour faire marcher l'entreprise. Et par contre, il y a aussi des familles. Oui, mais il ne faut pas oublier que... Ça donne l'inspiration, mais ça veut dire que... Regarde, ma mère avait cette habitude, entre guillemets, de nous regarder tout le temps. Comme un émerveillement. Je disais toujours, mais c'est pas possible, moi, regardez-nous trop, c'est pas des petits, pas d'enfants, rien. Mais c'est exactement ça. Parce que des fois, on se dit qu'on travaille pour les enfants, mais on passe de moins en moins de temps avec ces enfants-là. Non, mais ça dépend de comment définir le temps. Est-ce qu'on va peut-être passer moins de temps physique, mais il va y avoir comme une meilleure symbiose, comme une augmentation dans la communion avec l'enfant. Donc, je dis toujours à mes enfants que je ne suis pas le genre de père qui va beaucoup appeler au téléphone. Je crois qu'on doit passer des moments ensemble. Ce sont ces moments-là qui vont alimenter l'harmonie et la symbiose qui nous permettent d'aller de l'avant. Parce que je me rappelle que justement, on est dans un monde où avec les réseaux sociaux, il y a tellement des fois qu'on culpabilise les parents qui travaillent beaucoup. Il y a par exemple les écoles, je disais ça on discutait de ça dernièrement, que des fois, il y a l'enfant a même pas le récital de fin d'année, c'est juste un vendredi vraiment ordinaire et là on demande aux parents de venir. Il y a des fois que ça affecte les enfants quand les autres parents sont là et que bon, mes parents ne sont pas là. Oui, malheureusement, c'est vrai. Et dans ce cas-ci, il faut que ces parents arrivent quand même
avoir un minimum de présence physique. Parce que si on veut avoir une communion avec ses enfants, il faut quand même qu'il y ait cette présence physique. Moi, j'ai 2 garçons et une fille. J'ai eu la chance avec mes garçons de faire beaucoup de sport ensemble. Nous étions ensemble les week-ends. On a pratiqué le karaté d'abord. Là, j'étais leur instructeur, leur sensei. Moi, c'est pas si ils ont beaucoup apprécié d'avoir papy comme sensei. c'est doublement sévère. Et ensuite, on a joué au tennis ensemble. Et donc, j'ai eu cette chance et de pouvoir passer du temps avec les enfants et à ma manière. Avez-vous jamais eu, à une certaine période, la sensation que vos responsabilités professionnelles prenaient trop de place? Non. Non, je pense que j'ai toujours su que au sein, il y avait la famille qui alimentait la motivation et l'harmonie et nous donnait le carburant, entre guillemets, pour aller de l'avant. Donc, en fait, il y a eu pour vous un moment où il a fallu réajuster les priorités, revoir, replacer? Je ne dirais pas. Je ne pense pas avoir eu un moment où j'ai senti que j'étais tête en bas. Des moments difficiles où l'agencement de priorités se faisait de façon ardue, mais tête en bas, non. Mais il y a des fois aussi, il y a des moments où il y a beaucoup de pression. Et vous avez comme une méthode pour gérer la pression? Mettre notre pression à la pression. Et ce serait comment, hein? Par exemple, pour moi, ce serait quand la pression augmente, je vais voir est-ce que je pourrais aller prendre un examen de grade au karaté. Donc cette concentration sur l'examen de grade et la pression qui vient avec et diminue notre pression. Donc la meilleure façon de gérer la pression, c'est d'inventer une contre-pression. Mais là, justement, vous avez cité par exemple le sport, ça veut dire que vous pensez que ça c'est un moyen aussi de garder l'équilibre? Certainement, c'est même physiologique. Il y a certaines hormones que vous relâchez et au moment de l'effort physique qui vous permettent de vous calmer. De vous calmer. Donc ça c'est tout à fait physiologique, psychologique, c'est prouvé. Mais en fait, l'équilibre c'est nécessaire pour chacun, mais en fait pour le leader, la personne qui vraiment guide, c'est encore plus important pour cette personne-là. Oui, un leader qui n'est pas un équilibre et qui des fois s'agace, s'énerve et perd ses priorités. Parce que l'équipe va suivre le leader, pas ce qu'il dit, mais ce qu'il fait. Donc ça va peut-être donner des signes de confusion à l'équipe et ça peut-être... Donc on peut dire qu'en fait, il peut pas vraiment, le leader ne peut pas faire tout ce qu'il devrait faire s'il n'a pas un équilibre personnel. Certainement. Et on peut les voir facilement, les leaders qui sont en harmonie et ceux qui ne le sont pas. Et y aurait-il comme un petit secret pour vraiment maintenir ça? Parce qu'au stade de leadership, c'est un petit peu encore plus difficile de garder son équilibre. Parce qu'il y a beaucoup plus de pression, il y a beaucoup plus d'attentes. Connaître ses priorités, savoir que la famille, c'est de là que vous prenez votre motivation, votre essence, et s'assurer qu'on est en harmonie, et puis avoir la confiance que comme leader, si vous vous y mettez, vous allez y arriver. Donc, tout à l'heure, vous aviez dit que justement, qu'à commencer un petit business, mais il faut avoir vraiment de grandes ambitions. Donc maintenant, est-ce que avoir de grandes ambitions, justement, ne peut pas vous faire perdre un petit peu l'équilibre? Non. Grandes ambitions pour moi, c'est essayer d'aller au maximum dans tout ce qu'on fait. Et définir le maximum, pas simplement par Haïti, mais dans le domaine. Donc toujours aller à la limite du domaine et de s'exprimer comme si on était dans n'importe quel pays. Donc là, il faut avoir une certaine motivation pour le faire, mais il faut être patient. Il faut savoir qu'on ne contrôle pas tout, qu'on aura des échecs, les accepter et continuer. Et là, est-ce que vous avez une anecdote que vous pourriez partager avec nous sur un moment où justement ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez et que vous avez dû réajuster Bon, je pense que dans la vie de Formatrix, on a eu des moments difficiles. On vient d'en avoir un, c'est pas trop longtemps, parce qu'on avait une usine qu'on avait construite et pour laquelle on avait pris des risques financiers énormes.
nous étions au Bas de Delma. Bon, vous savez ce qui est arrivé au Bas de Delma. On a perdu accès à l'usine et on a pris la décision de la reconstruire. Et ça a été extrêmement difficile parce que nous sommes arrivés en plusieurs fois, nous avons entre guillemets flirté avec la faillite. Et quand on pense qu'on flirte avec la faillite, après 35 ans d'existence... Paniquer. Pas vraiment paniquer, mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut rester le plus calme. Il faut rester le plus calme, accepter que ce sont des choses qui arrivent, avec les risques qu'on a pris, mais rester calme et en se disant, la solution elle est là, je vais la trouver, mais pour la trouver, il faut rester calme. Parce que des fois, à l'intérieur, ça crie dans tous les sens. Donc il faut être capable de rester là, sans rien dire. Mais commencer une entreprise, c'est déjà un pas, mais là, on a tendance pour le moment à on établit l'équilibre pour un petit temps, genre, ça secoue un petit peu dans tous les sens et on arrive à stabiliser. Donc, c'est quoi la recette pour faire ça, pour arriver à faire ça sur le long terme? Avoir des valeurs, et des valeurs de l'entreprise, des valeurs personnelles qu'on exprime à travers l'entreprise. Et pour aller dans la durée, être extrêmement discipliné. Se dire qu'on n'a rien à prouver, pas faire business pour faire chelbet, faire business pour construire un bagage. Justement, je voulais revenir aux disciplines à avoir, aux habitudes à instaurer. Regarde, la première discipline, c'est dans les gains de l'entreprise. Et quand l'entreprise est jeune et petite, laisser la majeure partie des gains à la croissance de l'entreprise. Et c'est à ce moment-là qu'il faut prendre les gains pour des dépenses et des investissements personnels. Donc laisser l'entreprise croître avec ses moyens et au fur et à mesure, on va arriver à avoir d'autres types de moyens pour aider l'entreprise à grandir. Mais d'abord, se concentrer sur l'entreprise avec beaucoup de discipline, soit pas faire chez le ben, prouver mon qu'on grand nègre, ne montrer rien. Et selon vous, quelles sont les erreurs que les organisations commettent souvent quand il faut maintenir la performance et toujours garder l'équilibre? Des fois, quand on veut, et ça m'arrive des fois, aller dans la performance, j'ai ce discours tout le temps à Formatrix, c'est le résultat qui importe. Donc, un focus trop sur les résultats peut faire qu'on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est les collaborateurs derrière la performance. Donc, on oublie l'aspect humain, ressources humaines de cette recherche effrénée de la performance. Il faut qu'il y ait cette harmonie aussi entre les collaborateurs et la performance et les résultats. C'est un petit peu compliqué des fois de toujours garder en tête son bien-être à soi, le bien-être des employés, parce que ce sont des gens aussi, des humains avec des émotions, etc. Et de toujours avoir le regard fixé vers les résultats et la performance. Bon, il faut se faire aider des fois. Il faut avoir un département de ressources humaines avec des gestes de compétents qui peuvent vous aider dans ce département-là. Le vrai rôle du leader maintenant, c'est de prendre des décisions difficiles. Et comment est-ce que vous arrivez à distinguer une ambition vraiment saine de cette obsession d'avancer, de réussir ou bien de fournir des chiffres? Non, il faut regarder, comme j'ai dit tantôt, il faut avoir des valeurs, donc construire avec ces valeurs. Donc, une ambition qui se dégage hors de nos valeurs, et quelque part, c'est pas tenable dans la durée. Donc nous avons des valeurs comme la transparence et nous le disons haut et fort, nous ne sommes pas dans la corruption, nous payons tout notre dû à l'État. Donc si jamais, pour devenir performant, on arrive à violer ce principe principal et de cette valeur principale de performance, alors là, c'est pas tenable pour nous dans la durée. Et de votre parcours, quelle est la plus grande leçon que vous diriez que vous en avez tirée? Que les affaires se font par des gens, des humains. Et que beaucoup de fois, les solutions les plus compliquées sont les solutions où l'aspect humain est difficile. Et là, vous me tendez la perche vers une question que j'aime beaucoup de poser. C'est comment est votre processus de prise de décision?
J'aime beaucoup regarder les données, beaucoup. On n'a pas toujours toutes les données. Donc voilà. Eh bien, à ce moment-là, c'est pourquoi il faut rester calme et être confiant et avancer dans le noir. Les plus grandes décisions que j'ai prises, comme l'autre, il y a 2 ans, ont été prises dans un noir complet. Mais avec une confiance. Est-ce que vous pourriez dire aussi que c'est vos longues années d'expérience et votre connaissance du domaine qui vous a servi de guide en fait? Oui, il y a un gut feeling, mais aussi ce qu'on avait construit à 35 ans. On avait construit une entreprise qui avait des valeurs et ces valeurs se transmettent dans les produits. Et il y avait tout un support, système du côté de la clientèle, de nos fournisseurs, qui nous indiquait qu'on pouvait continuer à avancer, même quand c'était difficile. Et quand on prend l'environnement en Haïti maintenant en soi, est-ce que ça ne bouscule pas aussi votre équilibre? Parce qu'il y a le monde des affaires, c'est vrai, il y a les contraintes qu'on sait qu'on allait avoir, parce que bon, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on prend un certain risque, mais ensuite, les risques, les défis augmentent au jour le jour. Et déjà, certaines personnes, même sans les contraintes professionnelles, ils sont déjà très stressés. Le stress d'ailleurs fait partie de notre quotidien maintenant. Bon, il n'est pas donné à tout le monde d'être entrepreneur, il n'est pas donné à tout le monde d'être entrepreneur en Haïti. Moi, ce que je dirais... Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui auraient bien pu être entrepreneurs ailleurs. Ouais, c'est pas sûr. Forcément en Haïti. C'est pas sûr. Je pense qu'il est difficile partout. Et être entrepreneur maintenant aux États-Unis, je ne crois pas qu'il soit plus facile de l'être là-bas qu'ici. Donc, chacun a un talent, il faut être capable de découvrir le sien et de l'exprimer. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont de superbes idées, mais qui ne vont jamais les mettre en pratique. Oh, mais c'est vrai, c'est que, bon, il y a des gens qui sont justement là pour avoir les idées, et peut-être que c'est pour ça qu'ils vont aller vers d'autres personnes qui vont les aider à implémenter. L'entrepreneur est celui qui va prendre le risque. Et comme j'aime le dire, c'est ça que c'est. Et il y a d'autres personnes, en fait, qu'ils sont prêts à prendre le risque, mais ils ne viennent pas forcément avec la grande idée. Celui qui prend le risque, c'est celui qui va, en toute longueur, arriver à exécuter l'idée. Il n'y a pas besoin que l'idée soit de soi. Non, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être capable de prendre le risque. Et c'est quoi le dernier petit push que vous avez besoin comme pour quelqu'un qui regarde là, qui se dit, bon, j'ai cette idée-là, j'ai envie de prendre le risque. C'est quoi ce qui pourrait faire la différence? Qui permet à la personne de sauter le pas? Bon, moi, je vais tourner la bonne question qui soit obtenue. L'obtenue peut-être que le pays a une plus bonne, que le bagage est plus stable, que le gain plus cob, que le cas font plus gros investissement. Parce que pour avoir tout plein de réponses à ça. En 89, j'étais à New York, j'ai étudié. Et puis, il me dit toutes ces amis, mais je tourner à Haïti parce que je voulais retourner. Ah non, le pays est bon pour tourner. En 89, en 89, le dollar était à quoi? 7,15 pour un dollar. Et puis, il dit, ouais, mais là, le bon va tourner. Le pays a pas breton. Si vous avez l'idée, commencer le jeudi avec Sorgen. On a commencé Formatrix avec l'équivalent de $2000 américains, 3 employés, toute bagarre à la main. Mais les valeurs et l'ambition qu'on avait il y a 37 ans, ce sont les mêmes. Donc c'est ça qui est important. Et puis il y a plus de discipline pour qu'elle grandisse pour. Donc quelqu'un qui attend n'est pas forcément un entrepreneur. L'entrepreneur va prendre le risque quand immédiatement. Donc, on avance vers la fin, donc on va passer à la section des conseils. En fait, quel conseil que vous donneriez à un jeune professionnel qui souhaite réussir sans se perdre en chemin? D'abord, au niveau technique, de connaître le domaine. Et deux, de se faire confiance en prenant des risques. Mais de les prendre au moment opportun. Et qu'est-ce qui va vous indiquer que ça, c'est le bon moment, par exemple? Le moment opportun, c'est aujourd'hui. Et quelles qualités que vous pensez qui sont plus importantes pour un leader aujourd'hui? Être capable de toujours garder sa vision et ses rêves dans les tempêtes les plus difficiles.
Et pour vous, avec toute votre carrière, votre parcours qui continue, qu'est-ce que vous pouvez dire que la vie vous a la plus grande leçon de vie que vous avez appris par rapport à l'équilibre? Que l'équilibre n'est pas permanent. Il faut la rechercher tout le temps. Mais qu'en restant calme, on arrive toujours à bon port. Et avec le recul, est-ce qu'il y a des décisions qui vous ont permis de construire qui vous ont permis de garder cet équilibre-là? Oui, je pense que la famille a pris des décisions importantes après le tremblement de terre. On a eu plusieurs décisions qu'on a prises, mais après le recul, pour moi, le plus important, c'est d'accepter l'impact qu'a eu la décision, qu'elle soit positive ou négative. Donc, accepter que des fois, tout n'est pas... On n'a pas le contrôle de tout. Donc là, on peut parler de la capacité de rebondir, en fait. Oui. On rebondit quand on a des valeurs. Donc, c'est pourquoi avoir des valeurs est important. Il y a aussi une question que j'aime toujours poser aux gens. Et quand on débute, on a toujours l'impression qu'on a une idée qu'on se fait de la réussite. Et au fil des années, avec l'expérience, avec l'âge, un petit peu cette vision-là évolue. Qu'en est-il pour vous? Comment est-ce que vous voyez, c'est quoi la réussite pour vous aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle était pour vous, allons dire, quand vous commenciez votre carrière? La réussite pour moi maintenant par rapport à Formatrix, c'est d'être capable d'impacter l'environnement pharmaceutique en Haïti et de dire que nous avons pu faire avancer les choses dans l'industrie, dans le monde pharmaceutique, dans notre domaine et surtout d'impacter les jeunes et de montrer qu'il était quand même possible, avec de la bonne volonté, beaucoup de motivation, de créer quelque chose qui ait un impact. Et par rapport à ce que vous pensiez, de la vision que vous en avez dans votre jeunesse? La vision, évidemment, dans la jeunesse, la réussite pour nous était simple. Comme tout garçon, il faut une grosse machine avec une belle pantalon sous. Et puis les poches qui étaient peut-être un peu lourdes, mais c'est plus que ça. Oui, ça c'est justement avec l'expérience. C'est au fil des années qu'on le comprend. Oui, on le comprend parce que bon, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus complexe et on arrive des fois à une certaine aisance, mais on se rend compte que l'harmonie, l'équilibre, et le succès se définissent avec c'est beaucoup plus dans l'harmonie, c'est beaucoup plus dans l'impact. Et si vous pouviez justement transmettre une seule clé ou pas une formule magique, mais comme si vraiment l'essentiel selon vous pour arriver à garder cette harmonie dont vous parlez, ce serait quoi? L'harmonie, premièrement, c'est que c'est comme l'équilibre, c'est pas permanent. Il faut garder son calme et être confiant à tout moment que l'on va arriver à bon port. Et sinon, pour conclure, il y a une dernière chose que vous souhaiteriez ajouter? Que nous sommes tous capables d'impacter notre environnement et que tant que nous serons là, en Haïti, ce pays a de la chance pour un avenir glorieux. Merci, M. Edmond. Merci d'avoir pris le temps d'avoir cette discussion-là avec nous. Et j'espère que pour ceux qui regardent, que cette discussion-là a montré que, encore une fois, que le leadership, c'est pas linéaire. Il y a beaucoup de composantes aussi. Il faut arriver à se trouver une certaine harmonie pour avancer. Donc, merci à vous d'avoir regardé cet épisode et merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'était avec vous, Daphné Valsin, et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de notre podcast.